Je remercie les organisateurs de m'avoir convié pour parler de co-infection virus-bactéries et du rôle de l'immunité de l'hôte qu'on suspecte comme étant un des premiers éléments à l'origine de cette collaboration entre guillemets entre les virus et les bactéries. Alors pourquoi c'est intéressant de parler de co-infection virus et bactéries? On va en parler au moyen d'un modèle expérimental qu'on a développé au sein de l'IHU, mais ça repose avant tout, moi je suis clinicien, sur des réalités cliniques. Et l'exemple le plus flagrant, le plus connu en tout cas, c'est celui des co-infections dans le cadre des infections grippales. Qu'est-ce qui se passe dans les infections grippales qui sont extrêmement étudiées? Et si on s'intéresse aux pandémies depuis celle de la grippe espagnole au début du XXe siècle jusqu'à plus récemment la pandémie de 2009, eh bien, on constate que systématiquement, il y a une association entre la pneumonie grippale et les lésions liées au virus au niveau respiratoire et une surinfection qui survient le plus souvent quelques jours après l'infection grippale avec des germes qui varient en fonction du sous-type grippal mais qui régulièrement sont retrouvés comme étant le staphylocoque et des espèces de streptocoques. Et si on regarde sur la pandémie de 2009 pour laquelle il y a énormément de publications, eh bien on se rend compte que entre un quart et 50% des patients qui sont dans des états graves, qui sont en réanimation, qui décèdent de grippe, eh bien décèdent d'une co-infection entre le virus de la grippe et une infection bactérienne. Et il est probable, et cela est extrêmement décrit en particulier dans les modèles animaux, d'où l'intérêt que peuvent avoir les modèles animaux, eh bien il est probable que le système immunitaire soit le lien entre l'infection virale et l'infection bactérienne. Et il y a énormément de publications dans ce domaine sur des modèles expérimentaux qui sont énormément des modèles murins à cause de la facilité entre guillemets qu'il y a à manier ce type de modèle et qui retrouvent systématiquement un effet synergique et non pas additionnel de l'infection virale et de l'infection bactérienne avec au niveau clinique entre guillemets une surmortalité lorsqu'on a une infection bactérienne qui suit l'infection virale, une pullulation microbienne plus importante et, quand on s'intéresse au mécanisme, une modification de la réponse de l'hôte. Alors, des modifications extrêmement diverses qui vont de modifications de profil cytokinique, de la réponse cellulaire, de la réponse innée. C'est extrêmement variable et il n'y a pas d'étiologie univoque, mais en tout cas, la modification dans le sens de l'altération du système immunitaire au cours de l'infection grippale va favoriser l'infection bactérienne. Si on veut schématiser cela dans le contexte d'une infection à pneumocoque qui suit l'infection grippale, les modifications extrêmement diverses du système immunitaire, eh bien, elles vont être à l'origine d'une aggravation au niveau histologique, au niveau cellulaire, une augmentation de l'œdème, une augmentation des lésions au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, mais également l'activité du virus sur le système immunitaire, la modification du virus sur le système immunitaire va être à l'origine d'une augmentation de l'adhésion bactérienne, une diminution de la clairance et, au total, d'une augmentation de la sévérité des formes de pneumonie avec des formes absédantes et des formes bactériennes. Ça, c'est quelque chose qui est énormément décrit pour l'instant sur des modèles expérimentaux dans les co-infections liées au virus de la grippe. Alors, ce dont je vais vous parler un peu plus ce matin, ce n'est pas de la grippe, puisqu'il y a beaucoup de travaux déjà publiés dans ce domaine-là, mais je vais vous parler d'un virus qui nous intéresse de plus en plus en réanimation, qui est un virus, je dirais, réémergent, parce que ce n'est pas une grande nouveauté, ce n'est pas une découverte récente, c'est le cytomégalovirus. Le cytomégalovirus, c'est un virus de la famille des herpesvirus, c'est un virus à ADN, c'est un virus extrêmement courant. C'est pour ça que c'est un virus réémergent et pas un virus émergent, puisqu'il y a une primo-infection extrêmement fréquente dans la population générale, qui survient en général dans l'enfance sous la forme d'une infection asymptomatique, et puis il y a une latence, et une latence pulmonaire très importante, d'où le tropisme ensuite pour le CMD, pour le poumon au cours des réactivations. On sait bien que la pneumonie ACMV, la maladie ACMV, est une maladie de l'immunodéprimé au sens classique. Le malade qui est avec un VIH, le malade qui est avec un traitement immunosuppresseur. Mais
il est probable, en tout cas il y a des données cliniques dont je vais vous dire un mot juste après, il est probable que le CMV soit un pathogène nosocomial, entre guillemets, non pas dans la transmission nosocomiale, mais dans la réémergence nosocomiale des patients de réanimation. Et ça, c'est une réalité avec des conséquences cliniques tangibles. J'ai choisi de vous montrer juste les résultats d'une étude, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de parler de ça en détail, mais en tout cas, plusieurs papiers montrent qu'il existe probablement une surmortalité chez les patients qui, au cours de leur séjour en réanimation, ont une réactivation, et pas une primo-infection, une réactivation du CMV. Il existe également une augmentation de la durée de séjour en réanimation, de la durée de ventilation mécanique chez ces patients-là. Et, élément qui fait que je vous présente ce travail ce matin, une augmentation des infections nosocomiales, des bactériémies et des pneumonies chez les patients qui ont donc une réactivation du CMV. Alors, à l'heure actuelle, il faut savoir que c'est encore débattu dans la communauté de la réanimation, puisque les preuves formelles de la pathogénie du CMV nous manquent encore, et la théorie adverse de dire que la réactivation du CMV est un marqueur de sévérité des patients plus qu'un véritable pathogène. Mais en tout cas, il y a des données qui vont de plus en plus dans ce sens. Alors le CMV, et là je rejoins la thématique d'aujourd'hui, le CMV entretient, comme tous les virus, des relations étroites avec le système immunitaire. Mais on en sait très peu de choses chez les malades non immunodéprimés, encore une fois. Un papier récent qui s'intéresse au profil des NK chez les patients qui vont avoir une réactivation du CMV. Donc en fait, dans ce travail-là, on prend des patients de façon prospective, les patients de réanimation qu'on va suivre, et puis de façon rétrospective, on va regarder ce qui se passe chez ceux qui vont faire une réactivation du CMV et chez ceux qui ne vont pas en faire. Eh bien, on constate de façon résumée sur cette plaque qu'il y a une modification du profil des NK, en particulier une diminution de la synthèse d'interféron gamma chez les patients qui vont passer de la phase de latence à la phase de réactivation du CMV par rapport à ceux qui vont rester avec un CMV négatif. Je parle bien sûr des patients séropositifs pour le CMV. Un travail expérimental extrêmement intéressant de Cook a permis de montrer que lorsqu'on fait un trigger septique bactérien pour déclencher la réactivation du CMV, eh bien on observe chez les animaux qui vont avoir cette réactivation du CMV qu'il y a une augmentation des TNF-alpha au niveau pulmonaire, et cette augmentation, on peut l'inhiber si on associe la réactivation du CMV avec le traitement antiviral qui est le ganciclovir. Et à terme, dans ce même travail, les auteurs montrent que le CMV entretient un lien particulier avec le développement de fibrose pulmonaire, et c'est peut-être une des hypothèses pour expliquer la pathogénie du CMV chez les patients de réanimation. Fibrose pulmonaire qui survient environ 2 à 3 semaines après la réactivation du CMV. Donc au total, il y a des interactions étroites. Pour l'instant, on ne peut pas définir précisément entre le CMV, la bactérie et le système immunitaire. Il y a une espèce de va-et-vient entre, d'une part, le sepsis bactérien qui probablement fait le lit de la réactivation du CMV et le CMV qui, on va en parler un peu après, peut-être favorise la survenue d'infections bactériennes. Et puis d'un autre côté, le système immunitaire dont l'affaiblissement, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, je ne suis pas immunologiste, mais permet au virus de se réactiver, et puis d'un autre côté la réactivation virale qui elle aussi va entretenir une immunodépression entre guillemets. Et on peut rapprocher cette théorie, on peut faire coller cette image à celle qu'on utilise, qui est l'immunoparalysie, cette notion qui découle des études sur le sepsis et qui a pour idée que lorsqu'on a un trigger septique bactérien, bien, il y a à la fois une inflammation et puis un phénomène pro-inflammatoire qui peut entraîner une immunoparalysie, alors même que initialement le sujet n'est pas immunodéprimé au sens classique du terme. Et c'est dans ce contexte que peut survenir l'infection ACMV, la réactivation virale, elle-même être à l'origine d'un sepsis bactérien secondaire. Donc, c'est fort de ce prérequis que nous nous sommes posé la question au laboratoire de savoir si la réactivation du CMV chez les patients de réanimation peut favoriser les infections bactériennes, comme cela a été constaté sur des séries cliniques. On a voulu modéliser ça, et puis en le modélisant, essayer d'en comprendre un tout petit peu, c'est le tout début, peut-être les mécanismes immunologiques. Alors pour ça, on a mis au point un modèle de co-infection, avec une infection d'abord par le cytomégalovirus murin, et puis secondairement une pneumonie
à Staphylococcus aureus. Pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude de maîtriser ce germe d'une part et d'autre part, parce que Staphylococcus aureus, c'est quand même un des principaux germes responsables de pneumonie nosocomiale. Le modèle est un modèle de souris, un modèle de souris BALB-C, peu importe, et c'est un modèle en deux temps. C'est d'abord un modèle de primo-infection, parce que les souris sont pathogènes free. Donc il y a une primo-infection par le CMV qui se fait par inoculation intrapéritonéale, et puis ensuite il y a une période de latence. On a contrôlé que les souris avaient effectivement une séropositivité au cytomégalovirus, et puis on a attendu une période de latence de 16 semaines. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas être dans le cadre d'une primo-infection, ce n'est pas la question clinique qu'on se pose, nos malades ils ne rentrent pas en réa pour primo-infection à CMV, mais ils sont là et puis ils font une réactivation du CMV. Et Cook a bien montré que pour obtenir une réactivation du CMV dans 100% des cas, eh bien il faut quoi? Il faut un trigger bactérien, et en l'occurrence, c'est une péritonite localisée via une ponction ligature du sécom, qui a quand même une mortalité conséquente, hein, puisque environ la moitié des animaux ne vont pas survivre à cela. Mais par contre, ceux qui vont survivre vont développer une réactivation du cytomégalovirus. Une réactivation qu'on avait contrôlée par PCR, et puis on obtient un pool d'à peu près 90 souris. Et là, on rentre dans la deuxième phase, qui est la phase de co-infection. Donc on a des souris, on a une primo-infection, une latence, une réactivation du CMV, et là on va faire la pneumonie à staphylocoque, chez les souris CMV et bien sûr chez les souris témoins. On va inoculer un inoculum de staphylocoque qui est calibré pour entraîner une pneumonie non létale, donc ça nécessite au préalable qu'on ait fait des cohortes de souris saines. Un inoculum qui est capable de donner une pneumonie histologique, bactériologique, sans entraîner la mortalité. Et cet inoculum-là, il va être donné par voie intranasale pour donner une pneumonie bilatérale. Et dans une première cohorte d'animaux, on va attendre 15 jours pour voir une mortalité spontanée. L'endpoint mortalité reste quand même, chez nous réanimateurs, ceux qu'on recherche en premier. Et puis, on va également faire des sacrifices plus étagés pour faire des cinétiques bactériologiques et puis des cinétiques cytokiniques. Et on va donc sacrifier les animaux J2 et J5. Et donc on va comparer chez les souris qui ont une réactivation du CMV plus une pneumonie bactérienne et chez les souris qui n'ont que la pneumonie bactérienne, on va comparer la mortalité, on va comparer la sévérité clinique qu'on va estimer via essentiellement la perte de poids et la modification morphologique. Alors il y a des scores qui sont publiés pour valider le fait que la souris est septique ou ne l'est pas. On va comparer la bactériologie au niveau pulmonaire, et puis on a fait des dosages sériques d'interférons alpha et gamma. Ce qu'on a observé, c'est premièrement une différence de mortalité, avec le passage d'une pneumonie non létale chez les animaux qui n'ont que la bactérie, à une pneumonie létale chez les animaux qui ont le CMV, puis la bactérie, en l'occurrence Staphylococcus aureus. On a observé également que, quand on compare la sévérité clinique, entre guillemets, des deux groupes d'animaux, eh bien ceux qui ont une co-infection sont plus sévères. Ça pouvait sembler sous-entendu dès le départ, mais on l'a retrouvé dans nos résultats. De même qu'on retrouve une perte de poids plus importante chez les animaux qui ont à la fois la co-infection CMV et staphylocoque, avec à J3 les animaux du groupe Staph qui sont macroscopiquement mieux, qui reprennent du poids, alors que ceux qui ont la co-infection continuent de se dégrader, ont une pente de reprise de poids moins importante. Et puis ce qu'on a constaté également au niveau de la culture des biopsies pulmonaires, c'est qu'à J2, alors qu'on a donné le même inoculum bactérien aux deux groupes d'animaux, on a une différence significative en termes de pousse bactérienne. Et on est à peu près aux alentours de 2 logs de différence en médiane, puisqu'on a 10 puissance 4 CFU dans le groupe CMV+, et 10,2 dans le groupe CMV-. Et, de façon très intéressante, à J5, la bactériologie des biopsies pulmonaires dans le groupe d'animaux qui ont une co-infection est quasiment identique à celle de J2, alors que dans le groupe de souris qui n'ont que la bactérie, il y a une clairance bactérienne qui s'est faite. Et là, la déduction qu'on en a, c'est que si la clairance bactérienne est altérée, c'est peut-être que, comme dans la grippe, il y a une altération des mécanismes de cette clairance bactérienne, c'est-à-dire du système immunitaire, qui fait que ces bactéries vont perdurer dans le poumon des animaux qui ont à la fois le virus et la bactérie. Et ces résultats-là, eh bien, en fait, ils ont été confortés par l'analyse histologique. L'analyse histologique qui a montré que, dans une proportion
non négligeable de cas, les animaux qui ont une co-infection vont développer une forme absédante de pneumonie, que vous avez figuré sur ces photos, des pneumonies qui peuvent être droite, gauche, et en tout, quand on compare, aucune souris qui n'a que la pneumonie à staph développe une forme absédante, alors que 8 souris sur 40 vont développer une forme absédée dans le groupe d'animaux qui ont la co-infection. Et cette bactériologie standard, elle est confirmée par des méthodes de type Malditov. Enfin, quand on a comparé les taux sériques d'interférons alpha et gamma, on a eu deux résultats. Le premier, c'est que chez les animaux qui ont une co-infection, eh bien, les taux d'interférons alpha sériques sont significativement plus élevés au début de l'infection bactérienne. Et ce résultat, on va voir en quoi il nous intéresse particulièrement juste après. Le deuxième résultat, c'est que quand on regarde les taux d'interférons gamma, eh bien, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Par contre, ils sont de façon notable très bas, très faibles, et ça rejoint un petit peu ce qui est décrit dans les modèles expérimentaux, et puis aussi en clinique, de sepsis bactérien. Alors que là, on parle de sepsis bactérien couplé à un sepsis viral. Alors au total, les résultats de ce travail, qui est un travail préliminaire, hein, c'est la mise au point du modèle, nous montrent qu'effectivement, comme on le retrouvait dans les data cliniques, eh bien, il y a une association qui fait que lorsqu'on a des souris qui sont avec du CMV, il y a une augmentation du compte bactérien pulmonaire, une diminution de la clairance bactérienne qui amène à des formes de pneumonie absédée. Alors ça nous lance sur des pistes pour essayer de comprendre le mécanisme qui fait qu'il y a cette synergie des deux pathogènes. Et les principales pistes qu'on a, encore une fois, elles sont calquées sur ce qui se passe dans la recherche sur le virus de la grippe. Eh bien, c'est peut-être l'altération des fonctions macrophagiques et en particulier le rôle de l'interféron alpha, puisqu'on a vu que dans le groupe CMV, on avait des taux d'interféron alpha qui étaient plus élevés que dans le groupe CMV-, et puis peut-être l'altération fonctionnelle des cellules dendritiques et des NK. Et ça, c'est une notion, en tout cas pour le rôle de l'interféron alpha, qu'on retrouve dans les papiers, dans certains papiers qui s'intéressent, encore une fois, je reviens à mes hypothèses de départ, qui s'intéressent à la co-infection grippe et bactéries. Si on prend des souris qui sont délétées pour le récepteur à l'interféron alpha et qu'on fait un modèle de co-infection déjà décrit plusieurs fois, c'est-à-dire grippe et ensuite streptocoque, eh bien qu'est-ce qu'on a? D'une part, on voit qu'après l'infection virale, c'est le schéma en A, les taux d'interféron alpha vont s'élever. Et puis, quand on regarde ce qui se passe chez les souris délétées pour le récepteur à l'interféron alpha et chez les souris saines, eh bien on constate que, d'une part au niveau microbiologique, c'est le schéma B, la bactériologie pulmonaire est nettement plus élevée lorsqu'on en a la séquence grippe puis streptocoque. Et d'autre part, ce que l'on constate, c'est que chez les souris délétées, eh bien la bactériologie pulmonaire est bien moins importante que chez les souris qui sont avec un phénotype sauvage. Autrement dit, l'interféron alpha et le fait de ne pas être sensible à cet interféron alpha va avoir un effet protecteur chez les souris mutées. Et ces résultats-là, ils sont retrouvés avec l'augmentation de la bactériémie chez les souris qui sont de phénotype sauvage, et puis le pronostic qui est meilleur chez les souris délétées à l'interféron alpha. Et dans ce papier, il boucle la boucle, entre guillemets, et suspecte que c'est la diminution de la production de facteurs chémo-attractants des neutrophiles, en particulier KCMI2, qui est à l'origine d'une altération de la réponse immunitaire envers le streptocoque. Et ça, il le démontre bien en restaurant une immunité meilleure et en améliorant la clairance bactérienne en administrant ces facteurs KC et MIC2. Donc le rôle de l'interféron alpha qui est à creuser, on va dire, dans notre modèle CMV, puisqu'il semble être démontré dans les modèles avec la grippe. Les autres hypothèses qu'on va essayer dans le futur de rechercher et qui sont à l'interface entre l'infectiologie et l'immunologie, c'est le rôle du CMV dans l'altération de la fonction, l'altération fonctionnelle des cellules dendritiques. Et une des hypothèses, c'est que le CMV est capable, en s'intégrant au génome de nos cellules, de synthétiser de l'IL-10 viral
il y a une dys virale qui serait à l'origine d'une altération fonctionnelle des cellules dendritiques via l'augmentation de l'apoptose, la diminution de la sécrétion de cytokines, la diminution de la différenciation et de la prolifération de ces cellules dendritiques ainsi que de leur rôle de présentation de l'antigène. Enfin, troisième hypothèse, mais il pourrait y en avoir encore d'autres, pour expliquer que le CMV favorise les infections bactériennes, c'est l'altération fonctionnelle des NK. Et ça, c'est suggéré dans, encore une fois, un travail expérimental qui consiste à faire suivre une réactivation du CMV. Après cette réactivation du CMV, donc, associée à un sepsis, soit avec un virus, en l'occurrence c'était de la grippe, soit avec une listériose. Et bien, quand on regarde la réactivité, le profil des NK de souris qui ont été au préalable exposés au CMV, eh bien, il y a une altération de l'activation et de la prolifération des NK après sepsis à CMV. Donc je conclurai en vous disant que nous sommes partis de constatations cliniques qui nous faisaient suspecter qu'il y avait une association du CMV avec des pneumonies nosocomiales bactériennes. Nous sommes revenus à de l'expérimental en montrant que la réactivation du CMV augmente la sévérité de la pneumonie à staphylocoque. Et maintenant, on en a essayé de comprendre cette synergie entre les deux pathogènes et on a des arguments forts pour penser que le lien entre les deux, c'est l'altération de la réponse immunitaire qui est liée au sepsis viral. Et puis, on continue en clinique puisque on mène actuellement une étude multicentrique sur l'intérêt de traiter, puisque c'est ça le but final, de traiter les infections ACMV chez le patient de réanimation non immunodéprimé, mais peut-être qu'il l'est au final, ou de donner un placebo et de regarder ce que ça donne en termes de durée de ventilation mécanique. Je vous remercie de votre attention. Super, merci beaucoup. C'est une très belle présentation qui illustre, s'il le fallait, l'intérêt de la recherche translationnelle que nous souhaitons dans Marseille Immunopole. Je crois que tout le monde sera d'accord pour le dire. Et c'est un clinicien qui vient de vous parler là de ce qu'il a pu faire au laboratoire après avoir observé des malades. Donc vraiment, on est dans le cœur du sujet. Et sans doute avez-vous des questions plus pointues à lui poser. Merci. Juste peut-être un commentaire. Vous savez qu'il y a tout un pan de la recherche en inflammation qui essaie d'identifier les gènes qui ne sont pas des gènes qui permettent de lutter contre les pathogènes, contre les maladies infectieuses, mais qui sont des gènes de susceptibilité ou de résistance à la réponse inflammatoire par elle-même. Et il est tout à fait possible qu'en fait, dans ces liens entre primo-infection et deuxième infection, il y a le fait que la première infection induit une réaction inflammatoire importante, et qu'en fait, il y a certains gènes qui contrôlent la résistance à l'inflammation, et pas la résistance à l'infection. Je ne sais pas si je suis très clair. Et que l'ensemble de ces gènes, en fait, qui sont malheureusement juste supposés et pas du tout identifiés à ma connaissance, puissent être en relation avec le phénotype que vous observez. C'est Ruzal Medzitov en particulier qui développe cette théorie.